François Périgaud, élu président du Conseil national du patronat français, le CNPF, en remplacement d'Yvon Gattaz. Accord européen pour une réduction de la production laitière de 8,5% sur 2 ans. Cet accord prévoit également la réduction des excédents de la production bovine. Donne-moi la main, dans 35 minutes sur Antenne 2 en direct du Théâtre de l'Empire, soirée spéciale pour aider la Fondation Jean-Luc Lahaye pour les enfants sans famille. Aujourd'hui, mardi 16 décembre 1986, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Pour François Périgaud, ce fut une élection de maréchal. Au premier tour, avec une très confortable majorité, le président d'Unilever France est devenu le patron des patrons, le président du CNPF, en remplacement d'Yvon Gattaz. Il y avait un autre candidat, c'était Yvon Chotard. Il a été très nettement battu. M. Chotard a souhaité à François Périgaud qu'il puisse conduire en concertation l'indispensable réforme du CNPF. Et après l'Assemblée générale patronale, Yvon Gattaz a laissé sa chaise à François Périgaud. Passation de pouvoir et reportage sur la journée avec Véronique Auger et André Germain. Merci bien. Voilà. C'est fait. Yvon Gattaz a cédé son fauteuil de patron des patrons à François Périgaud. Ah ouais, le fauteuil. Merci, président. Bien. Voilà, j'avais. Alors, je vous laisse la place. Et je vous souhaite bonne chance. Merci, merci beaucoup. Le PDG d'Unilever France a été élu par 70% des 525 plus grands patrons français. L'élection a eu lieu à huis clos ce matin dans un grand hôtel parisien. Mesures de sécurité draconiennes, les attentats contre 2 PDG, Guy Brana et Georges Besse, sont encore dans les mémoires. François Périgaud et Yvon Gattaz ont même préféré arriver par une porte dérobée. L'Assemblée générale du CNPF élit son président tous les 5 ans depuis 40 ans. Mais pour la première fois, elle a dû choisir entre 2 candidats, l'un officiel, François Périgaud, l'autre Yvon Chotard, qui a maintenu sa candidature malgré l'avis négatif donné il y a 1 mois par le Conseil exécutif, sorte de gouvernement du patronat. Yvon Chotard a perdu son pari. C'est François Périgaud qui, pendant 5 ans, conduira le patronat français. C'est lui qui s'exprimera en son nom face au gouvernement et face aux syndicats. Une tâche difficile car l'époque est au libéralisme. De plus en plus, le CNPF devra céder son pouvoir de négociation sociale et économique aux entreprises elles-mêmes. En ce qui concerne le rôle d'acteur dans l'organisation économique et sociale du pays, le CNPF a toujours un rôle primordial à jouer, et je dirais même d'autant plus important que la déréglementation se fera, que les règlements seront remplacés par des règles du jeu et que le CNPF devra être très attentif à la façon dont ces règles du jeu seront conçues et appliquées. Votre élection inquiète les patrons de petites entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Qu'ils ont bien tort de s'inquiéter. D'abord, ce sont eux qui m'ont élu. Ils m'ont élu directement ou à travers leurs organisations régionales ou leurs professions. Les petites et moyennes entreprises, c'est 85% des professions et des régions. C'est eux qui m'ont élu. C'est personne d'autre. Il lui reste 5 ans pour rassurer et assurer. CNPF, parti des patrons, disait Weber. Quel est l'état des lieux de ce parti, Gérard Leclerc? Eh bien, première constatation, le CNPF reste une institution qui pèse lourd dans la vie économique et politique avec ses 1 200 000 entreprises cotisantes, cotisation quasi automatique, il est vrai. Dernièrement, et c'est l'héritage d'Yvon Gattaz, le CNPF a démontré qu'il pouvait cohabiter avec tous les gouvernements, même de gauche, et il a joué un rôle certain dans la réhabilitation de l'entreprise, dans l'opinion. Malheureusement, il y a aussi des fissures dans l'édifice. D'abord, la division, la guerre des 2 Yvon, Gattaz et Chotard, et la candidature maintenue jusqu'au bout de ce dernier laisseront des traces. Ensuite, l'image du CNPF a quelque peu vieilli. Nombre de patrons dynamiques, et pas seulement Bernard Tapie, ne se reconnaissent pas dans le CNPF. Et selon un récent sondage, une majorité de chefs d'entreprise jugent l'organisation patronale corporatiste et bureaucratique. Enfin, 3e point, en forme d'interrogation, à quoi sert le CNPF dans la société libérale qui l'appelait de ses voeux et qui implique un certain désengagement des grandes institutions? Quel rôle, et pas seulement de lobby, dans la modernisation de la société? Quel dialogue avec les syndicats? C'est au nouveau président qu'il revient d'ouvrir le débat d'idées parfois quelque peu étouffé par le conservatisme et la récente guerre de succession.
Et à la Régie Renault, comme annoncé dès hier, le conseil d'administration a élu Raymond Lévy à la présidence de l'entreprise nationale. Le ministère de l'Industrie a tenu à faire savoir aujourd'hui que tous les commentaires faisant état de compensations économiques faites au gouvernement belge sont dépourvus de tout fondement. L'attentat commis hier contre la voiture de M. Alain Peyrefitte a été revendiqué. L'attentat avait été commis à Provins hier matin. C'est nos confrères du quotidien Libération qui ont reçu une revendication, un communiqué de revendication, communiqué signé Mouvement M10 en riposte à la mort du jeune Malik Oussekine. Le correspondant anonyme a déclaré qu'à chaque fois qu'il y aura un garçon qui tombera, un homme politique tombera. Mais ce mouvement M10 semble inconnu jusqu'à ce jour. L'attentat de Provins qui a provoqué la mort de l'un des employés municipaux de la ville de Provins avait été revendiqué également auprès de la mairie de la ville par une femme se réclamant d'Action Directe. Mais cette revendication téléphonique n'avait pas été authentifiable. Et le patron du SRPJ de Versailles avait considéré comme vraisemblable la piste d'Action Directe. Le point sur l'enquête avec Dominique Thiers. Tâche délicate pour les enquêteurs à la recherche dès hier matin d'indices susceptibles de les mettre sur la piste des poseurs de bombes. Peu de traces d'explosifs, l'incendie qui s'est déclaré à la suite de l'attentat a fait disparaître bon nombre d'éléments expertisables. Seule certitude pour l'instant, la bombe était munie d'un détonateur à traction. Un fil reliait l'engin explosif à un hameçon planté dans un pneu. Cette technique a déjà été utilisée il y a 4 ans, avenue de la Bourdonnais, lors de la tentative d'assassinat d'un diplomate américain. À l'époque, les FARL, les fractions armées révolutionnaires libanaises, avaient signé l'attentat. Pas de conclusion hâtive, d'autant que ce soir, les enquêteurs ont pris connaissance de la revendication du mouvement M10, inconnu jusqu'à ce jour, mais en l'absence de revendication écrite, donc authentifiable, ils restent prudents. Les 12 ministres européens de l'agriculture ont trouvé un compromis sur une limitation de la production de lait. C'est un système complexe de réduction de la production laitière de 8,5% étalé sur 2 ans. L'accord fait état également de mesures sur la réduction des excédents de la production bovine. Ce dernier point reste cependant encore en suspens. Sans doute la nouvelle limitation des quotas laitiers obtenue après plusieurs jours de nuit et également de discussions suscitera-t-elle des réactions très vives chez les producteurs. À Bruxelles pour Antenne 2, Maryse Manot, Maryse Richard. Il aura donc fallu 6 jours, quelques nuits blanches et beaucoup de sandwichs pour que les ministres de l'Agriculture trouvent un accord sur la façon de réduire la production de lait et de viande bovine. C'est fait depuis 1 heure environ. Les producteurs de lait auront 2 millions de tonnes en moins à produire pour les 2 prochaines campagnes. 6% la première année, 2,5% la deuxième. Pour affronter cette contrainte, le producteur sera aidé. On lui paiera le tiers du lait qu'il ne produira pas. Il a aussi l'assurance que les stocks de beurre existants seront écoulés. Quant au prix garanti de la viande bovine, il baissera d'environ 10%, mais cette mesure est atténuée par la dévaluation du franc vert. À la dernière minute, en effet, François Guillaume a obtenu des mesures monétaires qui se traduisent aussi pour les producteurs de moutons par une augmentation de la prime annuelle. En fait, le ministre a limité la casse en adoucissant le projet initial de la Commission. C'est un accord absolument indispensable. Et je voulais qu'en contrepartie de l'effort ainsi fait par les agriculteurs, il y ait une décision. C'est pourquoi l'accord est en quelque sorte conditionnel vis-à-vis des instances européennes. Les agriculteurs acceptent de faire cet effort à condition, d'une part, qu'on élimine vraiment les stocks, c'est-à-dire qu'on ait les moyens financiers de le faire, et d'autre part, que des pressions soient faites auprès de nos concurrents étrangers, les Américains, Néo-Zélandais, Australiens, pour que ceux-ci fassent un effort comparable, car nous ne voulons pas faire seuls les frais de l'élimination des stocks mondiaux. Les propositions de la Commission de Bruxelles étaient encore plus brutales, mais il est évident que c'est un véritable choc que les producteurs de lait vont à nouveau ressentir à l'issue de cette décision. Je ne veux pas douter que pendant les 7 jours et peut-être autant de nuits qu'a duré cette négociation, la délégation française et le ministre se soient bien battus, j'en suis persuadé, mais les résultats sont là et nous faisons le constat. Pourtant, cet accord restera dans les annales de l'Europe verte comme le plus sévère pour les agriculteurs. Il traduit en fait la volonté de ne plus soutenir une agriculture qui ne se préoccupe plus des débouchés. Sévère mais réaliste, c'est désormais la philosophie de l'Europe verte. En séance de nuit, la majorité des sénateurs a adopté un projet de loi rétablissant le secteur privé au sein des hôpitaux publics et renforçant, selon un amendement de la Commission des affaires sociales, la partie privée. Le Parti socialiste a qualifié le texte de scandaleux.
Attention aux coupures de courant demain, grève EDF. En effet, tous les syndicats d'EDF appellent à une grève de 8 heures contre la politique salariale à EDF. Le conflit à l'agence France Presse, la direction de l'agence a publié un communiqué affirmant qu'elle restait ouverte au dialogue et que le plan de restructuration n'était pas un démantèlement, mais une chance de redéploiement mondial. Les journalistes auxquels se sont joints aujourd'hui les employés et les cadres administratifs de l'agence France Presse poursuivent leur grève. La rencontre entre le président de l'AFP et l'intersyndicale a été un échec. À l'agence France Presse, commentaire Geneviève Moll. La grève à l'agence France Presse a été reconduite à 18h30 ce soir par 67% des votants. Cependant, une faible lueur d'espoir a été apportée lors de l'Assemblée générale qui a suivi le vote par les cadres techniques qui venaient de rencontrer la direction de l'information. Une délégation a été reçue par le président directeur général, puis par le directeur de l'information. Il en ressort que les propos tenus par la direction semblerait ouvrir la possibilité de négociation sur les points évoqués par l'intersyndicale des journalistes. Mais pour le moment, aucune audience n'est prévue pour l'intersyndicale. Dans l'état actuel des choses, si la grande majorité des personnels de l'agence demande le départ de son PDG, Henri Pijat, sa grande crainte demeure la nomination d'un administrateur provisoire qui risquerait de modifier profondément la configuration de la troisième agence de presse du monde. Edmond Maire pour la CFDT qualifiait de problème extrêmement grave ce conflit à l'agence France Presse. Nous tenons absolument à l'avenir de la seule agence mondiale francophone. Et ce matin sur France Inter, Denis Baudouin, le porte-parole du Premier ministre, estimait également que c'était une affaire importante que nous regardons de très près, a dit M. Baudouin. L'arrêt de la livraison des informations sur les téléscripteurs de l'agence France Presse handicape très sérieusement les quotidiens régionaux français. Et à l'étranger, le mouvement de grève est également ressenti. Avec Alain Cancès, notre correspondant à Londres, nous avons pu le constater tout en observant le rôle joué par les autres agences de presse présentes en Grande-Bretagne. À Londres, comme partout, les téléscripteurs de l'agence France Presse sont depuis 5 jours restés silencieux, alors même que les agences concurrentes continuent à fournir de l'information. Situation d'autant plus fâcheuse pour l'agence France Presse qu'elle venait de réussir une belle percée commerciale sur le marché britannique. En compétition avec les agences américaines, elle avait même obtenu, et cela pour la première fois, un contrat avec le Foreign Office, le ministère britannique des Affaires étrangères. La grève, si elle se prolongeait, pourrait bien évidemment tout remettre en question. Pour l'instant, nous n'avons eu aucune réaction et certainement pas des menaces de désabonnement. Mais il faut dire que le problème est peut-être moins aigu pour nos clients en Grande-Bretagne qui pour la plupart disposent de plusieurs sources d'informations, c'est-à-dire qu'ils sont abonnés à plusieurs des grandes agences internationales comme les Américains de AP ou l'agence anglaise Reuters. De plus, pour certaines régions du monde, l'Afrique occidentale par exemple, l'agence France Presse est la principale, sinon la seule source d'information. Les journalistes de l'AFP sont pratiquement les seuls journalistes étrangers régulièrement présents sur le terrain. En raison de la grève actuelle, il devient donc plus difficile de savoir ce qui s'y passe. Il y a des régions, l'Afrique de langue française, une partie de l'Extrême-Orient ou de l'Amérique latine, où ce qui compte, c'est d'abord ce que dit l'agence France Presse. Plus grave peut-être, l'agence France Presse représente pour la presse britannique la meilleure et la plus abondante source d'information sur la France, sa vie quotidienne, sa culture, tout autant que sa vie politique. En se prolongeant, la grève de l'AFP risque de réduire considérablement la part consacrée à la France dans les journaux et les médias britanniques. Première journée du comité central du Parti communiste français, réuni place du colonel Fabien. Dès ce matin, quelques-uns des participants évoquaient le mouvement étudiant et les manifestations récentes des jeunes à Paris et en province. Pierre Juquin faisait même savoir à Olivier Lerner et Didier Rancoeur qu'ils s'exprimeraient sur ce sujet au cours de ce comité central. Le Parti communiste se veut branché. Il s'intéresse, lui aussi, aux jeunes. Quel discours faut-il leur tenir? Quel comportement faut-il avoir à leur égard? Autant de questions posées ce matin au cours du comité central, mais les communistes n'ont pas encore trouvé de réponse. Une hésitation révélatrice d'un certain malaise que le parti éprouve face aux jeunes.
Je dis, il y a un problème avec cette jeunesse qui, dans son ensemble, n'a pas une claire perception des causes de la crise et des solutions à apporter. Et j'ai proposé au comité central qu'ils prennent les mesures pour que tout le parti se tourne vers les jeunes, débatte avec eux à partir de leurs problèmes, de leurs grandes espérances, de leurs aspirations, pour mieux faire connaître nos propositions et faire en sorte que des millions de jeunes participent au grand rassemblement nécessaire pour changer de société en France. Le débat à huis clos entre communistes commence à peine, un débat qui divise sur ce point comme sur d'autres la direction et les rénovateurs. Je vais dire très clairement ce que je pense. Et que pensent, à mon avis, beaucoup de communistes. Je souhaite qu'il y ait un grand débat parce qu'il s'agit d'une grande question, celle de la jeunesse. Si enfin Pierre Juquin a quelque chose à dire, ça sera vraiment une révolution parce que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il n'a pas parlé et qu'on ne le voit pas. Les arguments contradictoires développés par Pierre Juquin et Georges Marchais seront une nouvelle fois arbitrés par le comité central. La résolution finale sera connue demain soir. Le Parti socialiste lance un manifeste contre le projet de loi sur les prisons privées. Le Sénat doit examiner ce projet jeudi. La plaquette, publiée par les socialistes, s'intitule « Les murs d'argent ». Et l'auteur de ce manifeste, Gilbert Bonnemaison, ne critique pas seulement la privatisation des prisons, mais aussi la politique pénale dans laquelle s'inscrit le projet de M. Chalandon. Hier, le ministre de l'Intérieur annonçait sur Europe 1 qu'il porterait plainte contre 2 journalistes du Monde, auteurs d'articles le mettant en cause dans la fuite d'Yves Chalier, l'ancien chef de cabinet de Christian Nucci. Cet après-midi, Le Monde persiste et publie le contenu d'un procès-verbal d'audition d'Yves Chalier, où sont révélées les conditions de la fuite d'Yves Chalier avec maintes précisions. Commentaire, Marcel Trier. Attention, une affaire peut en cacher une autre. D'après les révélations du journal Le Monde, derrière le scandale Yves Chalier se profilerait un autre scandale. Sur ordre de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, on aurait fourni à Yves Chalier les moyens d'échapper à la justice en échange de ses confessions compromettantes pour l'ancienne majorité. Première affaire, en avril dernier, la Cour des comptes dévoile le dossier du Carrefour du Développement, une association créée en juillet 83 par Yves Chalier, alors chef de cabinet du ministre socialiste de la coopération, Christian Nucci. Des fonds publics transitant par l'association et par tout un réseau de filiales auraient servi d'une part à alimenter le compte en banque personnel d'Yves Chalier, d'autre part à financer les activités politiques du ministre socialiste. Deuxième affaire, d'après Georges Marion et Edwy Plenel du Monde, c'est grâce à la complicité du ministère de l'Intérieur qu'Yves Chalier aurait pu se soustraire à la justice française entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Un homme discret se profile tout au long de leur récit. Jacques Delebois, aujourd'hui inculpé, un proche de Charles Pasqua, chef d'un important service du ministère de l'Intérieur. C'est lui qui aurait conseillé à Yves Chalier de s'éclipser en avril dernier. Lui qui aurait organisé tous les détails de la fuite. Bruxelles d'abord, puis Londres, enfin le 4 mai, Rio de Janeiro. Là-bas, Yves Chalier aurait été pris en charge par des amis de Delebois. Le marché conclu entre les deux hommes aurait été le suivant. D'une part, Yves Chalier se rend au Paraguay où il accorde une interview à Jean-Pax Meffray du Figaro Magazine, dans laquelle il compromet Christian Nucci et Guy Pen, conseiller de François Mitterrand. Il fait parvenir d'autre part un rapport sur l'affaire qui échouera dans la boîte aux lettres de Michel Auriac, ministre de la Coopération. En échange, un faux passeport prélevé sur le quota des faux papiers d'identité dont dispose Bernard Gérard, le patron de la DST, pour ses opérations spéciales, lui aurait été envoyé au Brésil. Selon nos confrères du Monde, l'ensemble de l'opération aurait été organisé sous l'autorité de Charles Pasqua. Et puis, en octobre dernier, tout aurait dérapé. Yves Chalier apprend l'arrestation de sa compagne, il s'affole, rentre en France, se livre à la justice et raconte toute l'affaire au juge Michaud. Convoqué par le juge, Bernard Gérard de la DST lui oppose le secret défense. Interrogé par Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1, Charles Pasqua dément. C'était fait sur votre ordre? Non, monsieur Elkabbach. Et c'est la raison pour laquelle je porte plainte en diffamation contre monsieur Plenel et contre monsieur Marion. À la suite de cette réaction, les journalistes du Monde précisent aujourd'hui leur révélation. Ils persistent et signent. Nous avons cherché, nous avons confronté les déclarations de Chalier lui-même à ce que nous avons pu savoir dans la police, et notre conclusion est très simple. La DST, son directeur, a été chargé de faire
ce vrai faux passeport avec l'autorisation de M. Charles Pasqua. Ce soir, la plainte pour diffamation annoncée par le ministre de l'Intérieur n'a toujours pas été déposée. 2 attentats à la bombe la nuit dernière en Espagne et Barcelone ont été commis contre 2 bâtiments de firmes françaises, la société Ricard et la société Roche-Beaubois. Une vingtaine de personnes ont été blessées lors des explosions, la plupart par des éclats de verre. Selon la police espagnole, l'ETA basque serait à l'origine de ces bombes. Ce serait la réponse des séparatistes basques aux extraditions par Paris de militants basques espagnols réfugiés en France. Hier, la France avait extradé un 25e réfugié basque espagnol. Arrestation à Alger hier du président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, maître Ali Yahya, a été interpellé à son cabinet. On ignore les raisons de cette arrestation. Si l'URSS change d'image de marque, elle ne change pas pour autant de politique. Cette déclaration est du dissident Anatoly Sharansky, qui a tenu à rappeler hier à New York que les efforts de Moscou pour améliorer l'image de marque de l'URSS n'empêchaient pas, selon lui, M. Gorbatchev, de conduire l'une des pires répressions de ces 20 dernières années. On a appris également aujourd'hui que Anatoly Marchenko, dissident mort à la prison de Chistopol, avait succombé après une grève de la faim de 4 mois. Il était en prison pour agitation et propagande anti-soviétique. L'URSS de Gorbatchev, c'est le thème de la série de reportages que nous vous proposons cette semaine aux éditions de 13h et de 20h. L'URSS change, la télévision soviétique change, même si l'information reste toujours soumise aux objectifs du parti. Voyez l'enquête de Jean-Marc Ilouz et Michel Alikoff avec le support du journal télévisé du soir intitulé « Le Temps ». Des présentateurs qui semblent toujours lire un discours du secrétaire général du parti, un secrétaire général qui dit la politique du 27e congrès sur le ton d'un animateur de télévision qui va sur le terrain, écoute et ne mâche pas ses mots. Et comme le camarade Gorbatchev, l'information aussi bouge. Personne n'a oublié cette interview des irradiés de Tchernobyl. Certes, les autorités avaient attendu une dizaine de jours avant de réagir, mais jamais auparavant la télévision soviétique n'avait diffusé de témoignages aussi accablants. Désormais, les catastrophes ne sont plus réservées au monde capitaliste. Le programme du parti exige la transparence de la société soviétique. Et 48 heures après le naufrage du paquebot Nakimov, un vice-ministre donne publiquement un bilan chiffré des victimes du jamais vu. Je crois que c'est important de dire les choses, affirme ce jeune moscovite. C'est mieux que de vivre sur des rumeurs. Et puis, quand les catastrophes sont dues à des négligences ou à des problèmes techniques, faire le silence, c'est renoncer à corriger ce qui ne va pas. Conférence de rédaction à la Gazette littéraire, hebdomadaire de l'élite et par tradition toujours à l'avant-garde de la critique admise. Aujourd'hui, ce que l'on appelle le nouvel élargissement de l'information reste confié plus souvent à des vieux professionnels qu'à de jeunes loups. Lettres de lecteurs à l'appui, on traite toujours de littérature, d'impérialisme culturel américain, mais aussi de corruption, de statistiques truquées et même de drogue. Ce qui a changé, ce ne sont pas tellement ces thèmes que la manière dont on en parle. Plus comme des cas isolés, mais comme de véritables phénomènes de société. On peut appeler un chat, et le 27e congrès a souligné que la transparence de la société peut permettre d'inverser les processus négatifs. Les processus négatifs, en voici un. Il ne s'agit nullement de littérature, comme l'explique ce policier, mais bien de trafic de pièces détachées à l'usine automobile de Togliatti. 45 minutes d'enquête de la télévision soviétique, pas seulement pour un constat négatif, mais aussi pour montrer les coupables, interroger magistrats et ingénieurs et proposer des solutions techniques, par exemple. Car dans le reportage d'investigation à la soviétique, la critique ne peut être que constructive, c'est-à-dire contribuer à l'édification de la morale socialiste. Elle peut donc s'attaquer au fonctionnement, mais jamais au fondement du système. Transparence n'est pas dissidence, l'information nouvelle manière reste à l'heure du Kremlin. Suite demain de notre enquête sur l'URSS.
Le danseur et chorégraphe Serge Liffard est décédé à l'âge de 81 ans la nuit dernière à Lausanne. Le ministre François Léotard rend hommage ce soir au dernier grand chorégraphe issu des ballets russes de Diaghilev. Et M. Léotard souhaite que l'opéra maintienne l'œuvre de Liffard et présente ses meilleurs ouvrages. Serge Liffard fut le maître du ballet de l'Opéra de Paris jusqu'en 1958. On le voit ici décoré de la Légion d'honneur en juin 1983 par Jacques Lang. Chevalier de la Légion d'honneur. C'est pas seulement moi qui ai décoré, c'est la danse, c'est l'art chorégraphique du monde entier. Et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir parmi nous mes disciples, mes étoiles, qui sont aujourd'hui les officiers de l'ordre de la Légion d'honneur. Dans quelques minutes, en direct sur Antenne 2, depuis le Théâtre de l'Empire, Donne-moi la main, émission proposée par Dominique Ancien et présentée par Christophe de Chavannes. C'est une émission exceptionnelle car il s'agit d'aider des enfants déshérités. Christophe, bonsoir, je crois qu'il y a Jean-Luc juste à côté de vous. Christophe, comment va se passer la soirée ? Eh bien écoutez, je pense qu'elle va se passer le meilleur du monde. Là on est fin prêt, vous nous voyez un petit peu dans les coulisses. Personnellement ça va, je suis un petit peu tendu comme ça, mais ce sont les choses qui arrivent avant des grandes soirées comme celle-là, puisqu'on est parti pour 4 heures d'antenne. Je vais demander à Jean-Luc comment il va, parce que quand même... Ça va bien, merci, je compte sur vous. Les ouvriers de la Fonda sont là, on est prêt à bâtir les 8 maisons familiales, alors on va y aller dans quelques minutes. Hein. Alors voilà, j'espère que vous allez être très nombreux à regarder cette soirée. Il va y avoir vraiment beaucoup de monde et bien entendu on compte tous sur vous et on vous expliquera tout le fonctionnement de cette soirée au fur et à mesure qu'elle se déroulera. Christophe, il y a toujours l'inquiétude lorsqu'on sollicite la manne du public. Qu'est-ce qui va arriver à cet argent? Qu'est-ce qu'on va en faire très concrètement? Écoutez, c'est vrai que on peut appeler, il y a des gens qui appellent ça des charités parties. C'est vrai que c'est une charité partie supplémentaire, mais là, ce sont des enfants qui sont en jeu et je crois que la télévision, avec l'impact qu'elle a aujourd'hui, la télévision, on doit pouvoir s'en servir et on doit s'en servir pour aider ces enfants. Très rapidement, je vais vous le dire parce qu'on va avoir l'occasion, bien entendu, un petit peu plus tard, de présenter tout ça. Il y a déjà une maison, une fondation qui existe, vous la connaissez tous, c'est la fondation Clichy. Cette fondation a été créée par Jean-Luc Lahaye qui est à côté de moi et il va y avoir tout au long de cette soirée, et grâce aux téléspectateurs et aux chefs d'entreprise et à plein de gens qui vont nous aider, la création de 8 nouvelles maisons à travers la France. Alors, Jean-Luc, on ne donne pas toutes les maisons, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on espère vraiment avoir de l'argent et qu'on en a besoin. Oui, en vérité, ce soir, c'est le coup d'envoi. Je pense que d'ici la fin de la semaine, la France entière sera complètement impliquée dans notre merveilleuse aventure et que nous allons recevoir d'énormes dons. Pour l'instant, ce soir, on annonce le coup d'envoi. Peut-être que ce soir, on aura une surprise. Après tout, il y a des baromètres qui vont indiquer ce que nous avons déjà collecté. Mais je pense que c'est après cette émission que les gens auront complètement compris de quoi il s'agit. Voilà, de toute façon, on va tout vous expliquer. Puis là, Claude, on va vous laisser parce qu'on est à quelques minutes de l'antenne et il faut qu'on aille vite bien fignoler les petites choses. D'accord, il y aura juste de la réclame entre nous. Ce sera bientôt à vous l'antenne pour cette soirée. Donne-moi la main. Et vous venez nous rejoindre. Et je viens vous rejoindre. Pour la météo, Brigitte, comment dites-vous? Ah, le bel automne. Ah, le bel automne. Ah, bon. C'est une exclamation que les statistiques confirment. Il fut doux et sec. Alors j'en parle au passé et pourtant il nous reste encore 5 jours. Il faut en profiter. Demain, ce sera une belle journée. Regardez la carte pour demain. Avec un soleil vraiment clair, un ciel clair, totalement nettoyé par le Mistral et la Tramontane sur les régions méridionales, la Côte d'Azur et la Corse. Quelques résidus nuageux sur le Jura et les Alpes donnant de la neige à partir de 600 mètres. Partout ailleurs, de très belles éclaircies. Et puis une autre perturbation arrivera. Mais ça, on n'en parlera que demain soir seulement. Les températures, elles sont douces pour la saison, de 4 à 11 degrés sur la moitié nord, de 6 à 14 degrés sur la moitié sud. Alors demain, ce sera le mercredi 17 décembre. Le soleil se lèvera comme hier à 8h40, se couchera comme hier à 16h53, mais ce sera la Saint-Judicaël. Bel automne, hein. À 0h30, en fin de programme, sans doute après cette émission exceptionnelle, Hervé Claude vous présentera les dernières informations dans le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. Et puis demain à Télématin, je vous annonce que Télématin recevra Jean-Jacques Hano, le réalisateur du très beau film Le Nom de la Rose, d'après le roman d'Umberto Eco. À demain 20h, bonsoir, merci.